l'entrée des femmes sur le marché du travail, elles sont mieux éduquées, plus jeunes, et c'est elles qui vont augmenter son capital humain. Alors pourquoi je vous raconte ça? C'est parce que c'est très important pour comprendre la situation du jeune Marocain de 2030 ou 2050. C'est un jeune qui est mieux formé, donc, qui a moins de problèmes d'insatisfaction de l'emploi, et qui est plus courtisé par les employeurs européens. Et parallèlement à ça, c'est un jeune qui a moins de propension à immigrer. Parce qu'en général, la première cause d'émigration, c'est l'insatisfaction de travail ou l'absence de travail. Donc ça, on a parlé du Maroc. Maintenant, je vais vous parler d'Europe. Vous savez qu'en Europe, il y a un vieillissement démographique. Alors, ça peut être en partie une bonne nouvelle pour le Maroc, quand on pense que les pays d'Europe de l'Est ont une population qui est vieillissante. Donc, je vous donne un exemple. La Pologne va perdre 10% de sa population d'ici 2030. C'est énorme, ce sont nos compétiteurs. Hein. Quand il y a une usine automobile qui doit s'ouvrir ou autre, c'est eux qu'on regarde. Si l'Europe vieillit, quel impact ça a sur l'économie du futur? Le premier impact, c'est que les seniors, comme vous le savez dans tous les électorats, les seniors votent plus et ils sont plus disciplinés pour aller voter le jour des échéances. Ça, c'est le premier impact. Le deuxième impact, ils votent davantage pour des acteurs politiques qui leur promettent de sacraliser le niveau des pensions. Vous savez qu'il y a eu des réformes paramétriques des retraites dans tous les pays européens. Et à chaque fois, on touche à tous les paramètres, l'âge de la retraite, le nombre d'années de cotisation, etc. On a touché tous les paramètres, sauf le niveau des pensions qui, lui, est sacralisé. Donc si, dans cette équation, si vous avez une rigidité accrue du niveau des pensions de retraite, qu'est-ce qui vous reste comme variable d'ajustement si vous voulez que les choses n'explosent pas en Europe? Il y a la migration, le recours à la migration, et le recours à la robotisation. Et un très bon exemple de ça, c'est l'Allemagne. Vous voyez que l'Allemagne, c'est ce qu'a fait Angela Merkel avec les courants migratoires l'année dernière. C'est très important, c'est une vision du futur. Et la robotisation. L'Allemagne est leader en matière d'industrie 4.0, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de robots. Je fais juste une incise pour préciser que j'ai parlé là, il y a 15 jours avec un industriel marocain dans le secteur de la minoterie qui me disait qu'il était en train d'acheter un robot. Je lui dis, mais qu'est-ce que je vais faire un robot? Il me dit, ça va être un robot, ça coûte moins de 20 000 euros et ça me permet de remplacer les ouvriers quand ils sont absents, sans toute la paperasse pour avoir de l'intérimaire, etc. J'ai un robot, je le sors quand il y a un problème sur une chaîne ou autre chose, c'est pour lever des gros sacs de farine. Donc c'est des sacs de 20-35 kilos, etc. Donc c'est quelque chose qui est en train d'arriver chez nous. Quand je vous dis que ce jeune, en 2030, 2050, il sera plus satisfait de son emploi, il serait plus courtisé par les Européens, il aura moins de propension à immigrer à l'étranger, il travaillera plus au Maroc, ça n'épuise pas le problème. Parce que là, on a parlé de la variable démographique, maintenant il faut qu'on parle de la variable technologique. La technologie, autour de cette histoire d'automatisation, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais il y a une espèce de panique, où là, les robots et l'intelligence artificielle va détruire les emplois, va changer nos sociétés, ça va être le chaos, etc. Il y a un tout petit peu d'effet, le bug de l'an 2000. Vous vous souvenez du bug de l'an 2000? Vous avez dit, ça y est, le 31 décembre, le monde va exploser. Il y a un peu de ça. Ça n'épuise pas tout le problème, mais il y a un peu de ça. Il faut comprendre que, oui, il y a une automatisation des tâches, mais ce choc d'automatisation, c'est un choc qui est symétrique. C'est-à-dire qu'il ne va pas concerner les pays sous-développés et pas les pays développés. Il concerne à peu près tout le monde. Je parle sous l'autorité de Youssef, les études de McKinsey disent que c'est entre 45 et 55% des métiers qui seront automatisés dans tous les pays du monde. Donc au Maroc, on est plus proche de la prévision, c'est 53%, quelque chose comme ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la crainte que ces emplois disparaissent, elle est réelle, mais il faut aussi voir de l'autre côté les emplois qui sont créés. Ces emplois créés, on ne les connaît pas encore. On a une idée. Je vous donne un exemple. L'intelligence artificielle, vous savez que l'IA, c'est quoi? C'est faire du big data, c'est-à-dire récolter des données, et puis faire des modèles mathématiques, et faire tourner ces modèles sur ces données, ces bases de données. Et le modèle vous donne des solutions miracles. Vous ne savez pas comment il y est arrivé, mais il vous dit, voilà, si vous voulez que telle machine produise plus, il faut que le boulon 4 ait une température entre 20 et 35 degrés, par exemple. Donc ça vous permet de faire ça, le big data et l'intelligence artificielle. Ce qui se passe, c'est que pour donner ces bases de données à l'IA et lui dire, vas-y, fais tourner tes modèles,
il faut quand même qu'il y ait quelqu'un, un humain, qui vienne mettre des étiquettes sur toutes ces données. Dire voilà, ça c'est une image de bébé, ça c'est une image d'automobile, ça c'est tout. Et avec ces étiquettes, c'est les étiquettes qu'analyse l'intelligence artificielle. Et c'est un domaine qui est dynamique. Il faut comprendre que ce qu'on dit aujourd'hui sera déjà plus valable après-demain. Donc tous ces emplois de gens qui vont mettre des étiquettes sur des bases de données qu'on veut donner à l'IA, ce sont des emplois quand même. Et un autre exemple qui est fameux, c'est celui des secrétaires. Vous savez que le pourcentage de secrétaires dans l'emploi féminin urbain au Maroc, il est passé de 9% en l'an 2000 à 6% en 2010. Ça, on peut l'analyser comme l'impact de l'email, de la bureautique, Word, Excel, etc. Mais pourquoi je vous donne cet exemple des secrétaires, c'est que il faut s'imaginer dans le futur, il faut s'imaginer même dans le passé. Imaginez qu'en 1970, vous êtes expert comptable. 1970, vous êtes expert comptable, vous faites vos calculs sur du papier. Et un gars arrive et vous dit il y a un truc super, ça s'appelle un tableur, Excel, c'est top, il faut que tu essayes. Et le gars, il dort plus pendant 3 jours parce qu'il se dit mon métier va disparaître. Et c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Aujourd'hui, on a, je veux dire, la Grande-Bretagne exporte pour 3-4 milliards de dollars de services d'expertise comptable. Donc il faut s'imaginer ce que c'est. La menace, il y a la perception de la menace et puis il y a la menace elle-même. Je vais terminer en laissant la parole à nos amis, mais ce que je voudrais ajouter, c'est que je crois qu'en matière d'automatisation et en matière de futur, il y a 2 maximes de Socrate qui sont importantes. C'est « je sais que je ne sais rien », c'est-à-dire tout ce que je viens de vous raconter, il faut l'oublier, parce que demain, ce ne sera plus le cas. Et connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même, ça veut dire, quand vous êtes un industriel, vous avez des machines, mais il faut avoir de la data. Si vous n'avez pas la data, si vous ne vous connaissez pas vous-même, ben vous serez largué dans le monde de demain. Voilà. Merci. Merci. Sur les mutations, alors justement, vous faites quasiment la transition avec le deuxième intervenant, Pierre Bentata. Vous êtes économiste, enseignant à l'école supérieure de commerce de Troyes, chercheur. Vous avez une idée très forte que vous défendez souvent dans le débat économique en France. Pour vous, l'insertion des jeunes, c'est l'insertion par le marché et la suprématie du marché. Justement, les jeunes, vous les connaissez bien. Vous avez écrit un ouvrage sur la jeunesse occidentale. Alors, précisément, jeunesse que vous trouvez plutôt anxiogène, et les incertitudes que vient de souligner M. Feldaous ne peuvent qu'alimenter l'anxiété. Pour vous, l'appréhension du futur, c'est d'abord une condition psychologique et mentale, d'une certaine manière. Ce marché, il ne faut pas en avoir peur. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, merci beaucoup pour cette question. Je pense que oui, il y a des grands changements qui arrivent, mais pour arriver à les comprendre et les appréhender, il va d'abord falloir faire ce distinguo, c'est vrai, entre 2 types de jeunesse. On a des jeunesses qui sont dans l'Europe de l'Ouest, et principalement Angleterre, Allemagne et France, des jeunes qui sont très pessimistes. Et peu importe les études qu'on fait, peu importe les questions qu'on pose, si on les repose à des jeunes qui sont dans des pays qui ne sont pas en Europe de l'Ouest, et principalement dans les pays émergents de type BRICS, alors là, on a des jeunes qui nous répondent complètement de façon différente, très optimistes là-dessus. En réalité, c'est un positionnement vis-à-vis du marché principalement, qui ensuite a des conséquences politiques, des conséquences culturelles, mais qui reviennent sur cette idée qu'il y a un déterminisme et une façon de faire aujourd'hui une sorte de trajectoire qui est inévitable. Et pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, c'est vrai qu'on a plusieurs types de déterminisme. Le premier, il est démographique, et on comprend très bien qu'on est là un pessimisme de la part des jeunes en Europe de l'Ouest. On a une démographie qui est complètement à l'avantage des pays qui sont les pays émergents, et principalement en fait Afrique, parce que même Asie, on commence à avoir un vieillissement. Ça a des impacts qui sont réels, on comprend très bien qu'on puisse être pessimiste là-dessus quand on est en Europe de l'Ouest, parce que si on a un vieillissement démographique, notamment en Asie, ça veut dire que les Asiatiques vont être obligés, notamment la Chine, d'arrêter de financer une partie des retraites et d'investir en Europe pour se concentrer sur leurs propres vieux. Il va falloir pour maintenant donner des retraites. Donc on a moins d'argent et moins de capitaux pour les rentiers du monde que sont les Européens de l'Ouest, et ce qui veut dire que du coup on risque d'avoir un ralentissement encore plus fort en Europe de l'Ouest, ce qui veut dire une place à prendre pour les autres pays. Ce premier déterminisme donc il est important, mais il devrait normalement rendre optimiste la plupart des pays. Le deuxième déterminisme, c'est un déterminisme qui est technologique, on l'a dit et je pense qu'on va parler que de ça, c'est qu'on est à la veille d'une révolution technologique qui est inimaginable. Toutes les études qu'on fait nous montrent que, même si c'est impossible de prédire, ce sera aussi important que la révolution agricole.
On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui va se passer exactement, mais on sait que les impacts sont colossaux. Dans la médecine, dans le traitement des données, dans le fonctionnement des entreprises. Globalement, pour simplement vous donner un exemple de ce que c'est en train de faire, c'est Internet qui était simplement la base de cette révolution technologique et qui a aplani le monde. Le monde est devenu plat. C'est une citation de Thomas Friedman qui a écrit un bouquin qui porte ce nom. Le monde est plat, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières. Tout le monde peut concurrencer tout le monde. Vous pouvez du jour au lendemain ouvrir, vous, votre petite start-up. Si vous travaillez sur Internet ou si vous travaillez sur de la communication, de toute façon, vous concurrencez le monde entier. De la même manière, c'est pour ça que l'Inde, aujourd'hui aussi, est devenu le sous-traitant de la comptabilité des États-Unis. Et troisième chose, c'est que ce développement technologique, il a transformé ce qu'il y a de plus important dans les sociétés, c'est la culture. On a eu ici une transformation culturelle qui fait que, peu importe le métier qu'on fait, culturellement, on se dit aujourd'hui, quel est l'impact technologique? Qu'est-ce qu'il y a de technique là-dedans? Et la technologie est devenue une valeur en soi. Alors nous, on le vit très mal en Europe de l'Ouest, du fait qu'on sent qu'il y a un rattrapage, qui vient d'ailleurs, on voit que nous, on n'est plus les mieux placés, et donc du coup, on a des gens qui sont globalement pessimistes. Mais qu'on soit pessimiste ou optimiste là-dessus, il faut accepter que c'est une réalité, peu importe les types de métiers, peu importe les secteurs, la technologie devient une valeur en soi. On peut essayer de produire avec de la technique pour arriver à convaincre des consommateurs de venir chez nous. On peut arriver à on peut tenter de produire sans technique justement pour être un contre-signal. C'est-à-dire je ne joue pas ce jeu-là, je joue le jeu de l'authenticité, je joue le jeu du typique, je joue le jeu à l'ancienne. Mais ça signifie bien que finalement cet aspect technique, cet aspect technologique, il est vraiment au cœur de la réflexion qu'on doit avoir. Alors, moi c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes étudiants ou aux jeunes qui sont déprimés, mais normalement ils ne devraient pas l'être. Il faut se dire que finalement, une façon de sortir de ça, oui, c'est bien de jouer le jeu du marché. Il y a des déterminismes, on n'y peut rien. C'est déterminé. De toute façon, vouloir se battre contre ou le refuser, c'est refuser la réalité. En revanche, embrasser ça en se disant, je sais, voilà à peu près quelles sont les grandes tendances de demain. J'essaye de prévoir. Je sais que voilà, la technique a de la valeur, que la démographie joue en faveur de tel ou tel pays. Et je sais très bien là-dedans, moi, quelles sont les compétences que je vais devoir avoir. Avec ça, normalement, une vraie façon de sortir, un vrai nouvel optimisme qu'on aurait dans nos sociétés, c'est justement d'essayer d'embrasser cette révolution technologique et d'en faire un atout qui est un atout puissant. Alors, je sais qu'on va en parler après, donc pour être très court là-dessus, on sait qu'il y a des emplois qui vont disparaître. Globalement, ils sont de deux ordres. Donc, si vous êtes en train de faire des études là-dedans, arrêtez. Ce sont des emplois qui sont routiniers, où vous effectuez tout le temps les mêmes tâches, et ce sont des emplois qui n'ont pas de relations humaines et peu de relations avec les clients. Si vous faites ce genre de boulot, stoppez. En revanche, ne croyez pas, je ne sais pas ce qu'on vous dit ici, mais nous, ce qu'on répète en permanence à nos étudiants en France, ne faites pas du travail manuel, c'est pour les nuls. C'est faux, les machines n'arriveront pas à le faire. Un carreleur a plus de chances d'exister demain qu'une secrétaire. Donc, du travail manuel ou du travail qui a énormément de relations avec les clients, ça c'est quelque chose, et surtout qui met une part d'artistique là-dedans, ou alors des travaux où vous êtes le maître des machines. Donc ça veut dire être capable de penser en ayant une pensée qui est globale, un retour de ce qu'on appelle les polymathes, des gens qui sont experts en plein de choses en même temps, c'est ça qui est fondamental, une pensée qui est créative, et lorsque vous regardez les derniers rapports, par exemple, de l'UNESCO ou de l'UNICEF, ils nous disent « Ah, on a l'impression qu'une des compétences qui sont très valorisées aujourd'hui, c'est la capacité à parler à des gens qui n'ont pas la même culture que nous, c'est la capacité à avoir des échanges qui sont des échanges précis, dématérialisés entre un grand groupe de personnes, et troisième chose, c'est de rendre intelligibles les données, parce que peu importe les intelligences artificielles qu'on aura demain, peu importe les technologies qu'on aura demain, au final, il va falloir quand même les rendre intelligibles pour des humains. Sauf à considérer qu'on n'est plus du tout des humains et qu'on devient des machines, mais là, on part vraiment trop loin. Donc, se dire qu'il faut être optimiste. Mais pour être optimiste aujourd'hui, il faut être très préparé, et donc il faut prendre en considération ces grands déterminismes qui sont en train de modifier complètement la face de la société et la face de l'économie. Merci. Alors, pour compléter votre propos et dans les déterminismes, il y en a un de taille, c'est probablement un déterminisme social qui conditionne l'accès aux finances et au financement, donc ça fait tout de suite la transition, puisque Saïd Benhamida, vous êtes économiste, mais vous êtes surtout financier, spécialiste du capital investissement. C'est vous qui regardez les comptes des entreprises, vous êtes associé CFG Bank. Alors, précisément, quelle possibilité de rêve, quelle possibilité d'imagination aujourd'hui quand on a 20 ans pour se décider, quand on a le sentiment que les questions financières priment, que les contraintes financières, que la financiarisation de l'économie aujourd'hui, elle contraint, elle détermine tout autant que la technologie les choix possibles qu'on peut faire. La finance est clairement un maillon de la chaîne qui a été un petit peu diabolisé au fil des crises, mais qui a toujours apporté d'abord une manière à l'innovation de se concrétiser, parce que
quand vous arrivez avec une idée qui est complètement, qui peut paraître farfelue à une ancienne génération, et simplement aller chez votre banquier et demander un prêt, ça se passe relativement mal en général. Les fonds d'investissement et la complexité qu'on arrive à apporter à travers des outils permet à la Silicon Valley d'éclore, à des produits demain dans l'énergie renouvelable de trouver des financements. Donc la finance a ce rôle aussi de maillon. Le deuxième avantage, je prêche pour la finance, hein, vous comprendrez ça, c'est qu'elle apporte un certain pragmatisme aussi aux jeunes qui arrivent avec une idée, parce que les fonds d'investissement notamment accompagnent l'idée à la réalité et pendant tout le process de création de valeur à travers l'innovation, les idées, etc. Les fonds d'investissement nouvelle génération, hein, c'est pas juste les méchants qui disent oui, bon dividende, vont apporter, vont assister le management sur la manière de gérer leur entreprise, sur la manière de prévoir leur budget, sur la manière de recruter, etc. Donc la finance a ce rôle d'accompagnement dans l'innovation. Et au-delà du rôle que peut avoir la finance, comment très concrètement la finance peut participer aussi à initier, impulser, faire qu'on puisse accéder à ce fameux marché sans moyens, très concrètement, pour être pragmatique. Alors, sans moyens, c'est... À partir de produits, dans quelle mesure la finance peut innover et donner accès? Alors, l'innovation, comme la finance n'est qu'un maillon, il y a tout on a besoin d'un cadre qui permet que le rêve se concrétise. Donc, l'appui sur les gouvernements est extrêmement important parce qu'ils impulsent à travers des subventions, etc., pour voir des écosystèmes éclore de jeunes entreprises, etc. C'est tout un écosystème qu'il faut mettre en place. Comment faire rêver? Accompagner, tout simplement. Il faut, dans le capital investissement, si on est séduit par une idée, que le management est pour nous à ce qu'il faut pour réussir, on va les suivre jusqu'à ce que l'idée se concrétise et on vit tous les jours. Aujourd'hui, on investit dans des entreprises. On voit le rêve se réaliser. D'accord, la réhabilitation de la finance dans les projets d'entreprise. Juste avant de lancer la discussion entre vous, le dernier point pour compléter le tableau, on a fini avec la finance et bien on arrive au cœur du sujet, peut-être c'est l'éducation. Youssef Saadani, vous êtes économiste, vous avez travaillé dans des institutions internationales de renom, la Banque mondiale, mais aussi nationale, Banque centrale. Et aujourd'hui, vous êtes chef économiste à la CDG. Vous, votre dada, en tant qu'économiste, c'est justement l'éducation. Alors, précisément dans ce monde en pleine mutation, qu'elle soit technologique, qu'elle soit financière, ou bien qu'il s'agisse de nouveaux secteurs, ou en tout cas emplois à inventer, quel est le rôle majeur que peut jouer l'éducation? Et puis, est-ce que, quand on a 20 ans aujourd'hui, il y a des choix très tôt qui peuvent être opérés? Alors, peut-être avant de répondre directement à votre question, j'aimerais brosser à très grands traits l'évolution des modèles de développement pour arriver précisément à l'importance de l'éducation et l'importance singulière qu'elle revêt aujourd'hui. Tous les pays qui se sont développés ont suivi une sorte de schéma commun. Ils sont passés par 3 grandes étapes et aujourd'hui, l'étape qu'on connaît, les évolutions, les transformations qu'on vit aujourd'hui, c'est la 3e étape d'une série d'évolutions. La première étape du développement, c'est ce qu'on a appelé l'industrialisation. Alors, c'est très important de connaître ces étapes pour ensuite les mettre en miroir avec ce que nous vivons aujourd'hui au Maroc, pour essayer ensuite de comparer et de voir comment on se positionne dans ce schéma de développement. Donc la première étape, c'était l'industrialisation. Alors tous les pays aujourd'hui développés, quels qu'ils soient, ont connu cette étape. Alors l'industrialisation, c'est intervenu d'abord en Angleterre et ensuite en Europe du Nord, la France, l'Allemagne, ensuite l'Europe du Sud, mais plus tard, et ensuite l'Asie. Certaines régions du monde n'ont pas connu, enfin évidemment les États-Unis, certaines régions du monde n'ont pas connu cette industrialisation. C'est principalement les pays d'Amérique latine, africains et les pays de la région MENA. L'industrialisation, ça a consisté à sortir des paysans et à les faire travailler dans des usines lorsqu'ils arrivent en ville. Schématiquement, c'est ce qui s'est passé. Prenons le cas de l'Italie par exemple. 1950, il y a 9 millions
d'agriculteurs en Italie, on n'a plus qu'1 seul million aujourd'hui, donc il y a une disparition des paysans. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 1950 et 1970, la part des ouvriers dans l'emploi en Italie a monté à 30%. C'est le même schéma qui s'est produit en France, dans l'après-guerre, le même schéma qui s'est produit en Espagne, c'est le même schéma qui s'est produit en Corée, dans les années 60-70. Donc c'est un schéma récurrent. Première étape, c'est sortir les paysans. Comme c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, mais ils trouvent à s'employer dans des usines, et la part de l'industrie dans l'emploi monte à 30%. Lorsqu'on atteint un pic d'industrialisation, ensuite il y a une deuxième étape qui s'enclenche, qu'on a observé dans tous les pays, c'est ce qu'on appelait la tertiarisation. Donc avec la montée des qualifications, les gens sortent des usines, il y a ce qu'on appelle un phénomène d'externalisation, et on a une montée en puissance des services, et en particulier les services à l'entreprise. Il y a plein de fonctions qui étaient réalisées au sein des entreprises, qui sont ensuite réalisées dans des boîtes. On pensait à l'ingénierie, la communication, la comptabilité, l'informatique, tout ce qui est design, ainsi de suite. Et donc, tout ça, le conseil, et donc tout ça est sorti des industries, et ça a constitué le secteur le plus important aujourd'hui dans les pays développés, c'est-à-dire les services à l'entreprise, qui occupent 20-25% de l'emploi. J'ajoute la finance et tout ce qui est le secteur financier. Et puis, dans les années 80-90, une dernière étape a été amorcée, c'est ce qu'on a appelé la numérisation, c'est-à-dire la révolution numérique. Et cette révolution numérique, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Elle a deux caractéristiques. Je pense qu'il y a deux mouvements aujourd'hui qui modèlent le futur de nos économies. Le premier, c'est l'automatisation. C'est-à-dire que, traditionnellement, l'automatisation concernait l'industrie. C'est-à-dire qu'on a mis des automates dans les usines qui ont commencé progressivement à remplacer la force physique. Mais la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on commence à remplacer la force intellectuelle, la force mentale. C'est des chercheurs de MIT ont écrit un bouquin qui s'appelle The Second Machine Age. Donc c'est le deuxième âge des machines. On commence à remplacer en fait l'intelligence. C'est ce que nous vivons, c'est ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. C'est que traditionnellement, les robots ont remplacé la sueur, et aujourd'hui, elles remplacent la force mentale. Alors précisément pour se préparer à ça, ce qu'on évoquait tout à l'heure, quelle place à l'éducation, quelle place à l'enseignement? Est-ce qu'il y a une transformation des modes d'apprentissage qui doit accompagner ces transformations technologiques? Alors, si vous permettez juste d'un mot sur le Maroc. Pourquoi j'ai pris le temps de décrire cette fresque? Parce que les pays en développement, et en particulier le Maroc, ont été propulsés à la troisième phase. On n'a pas connu l'industrialisation, et on ne la connaîtra jamais. Alors je dis ça en présence... On fera réagir un politique sur ce sujet. C'est-à-dire l'idée de connaître une industrialisation sur le schéma qu'on a connu traditionnellement, on aura 20-30% des salariés, de l'emploi qui sera occupé dans des usines. Je pense que c'est le vue de l'esprit, c'est fini. Aujourd'hui, on a 11% de la population active occupée qui est employée dans l'industrie, dont la moitié c'est l'artisanat. Ça peut être dans des boulangeries par exemple. Mais en réalité, dans les usines, on est plutôt autour de 600-700 000, et la part est plutôt stagnante, malgré l'émergence, effectivement, de filières exportatrices extrêmement dynamiques, l'automobile, l'aéronautique. On pourra adresser un portrait tout à l'heure, mais concrètement, les jeunes qui sont là, je pense qu'ils ont aussi envie d'entendre, à quel type de savoir ils peuvent avoir accès, quel type d'apprentissage. Aujourd'hui, il y a des transformations énormes à l'étranger, dans le monde de l'accès au savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une condition au Maroc? Est-ce que ça existe ou pas? C'est des choses sur lesquelles vous avez travaillé? Comme on a été propulsé dans cette phase de numérisation, il se trouve que cette phase-là est très consommatrice, très intensive en capital humain. Contrairement à l'industrialisation où c'était des travaux manuels, à la tertiarisation où c'était des travaux routiniers de bureau, donc les cols blancs, cette numérisation, et ce que disent les économistes, appellent ça skill bias, c'est-à-dire qu'elle requiert un niveau de compétence et de capital humain très élevé. Que sait-on sur ce qui est en train de se passer? En fait, on sait peu de choses. Ce que je disais, c'est tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est ce que disait en fait Socrate après avoir été qualifié de l'homme le plus sage de Grèce par la Pythie, à Delphes. Et donc, tout ce qu'on sait, c'est que, les métiers dans 10 ans, en fait, on ne les connaît pas. Ils sont soit pas encore existants, soit très embryonnaires. Si on avait tenu cette discussion, cette conférence il y a 20 ans, on n'aurait pas évoqué Google, on n'aurait pas évoqué Facebook, on n'aurait pas évoqué les smartphones, on
on n'aurait pas évoqué Amazon, tout ça n'existait pas. Donc imaginez ce qui arrive dans 20 ans avec l'intensification des investissements et des mutations qui se sont accélérées ces derniers temps. Donc en fait, on ne sait pas ce qui va arriver. Deuxièmement, par contre, on a quelques préfigurations de ce qui va arriver, sur quelques évolutions. On sait que les métiers, en fait, on va changer plusieurs fois de métier dans une vie. On sait aussi qu'on va cumuler, on va faire plusieurs choses, on va se tâcher. On va pas avoir une activité unique comme aujourd'hui de salariés exclusivement occupés à une tâche particulière. Et puis, on sait que ces évolutions-là sont extrêmement clivantes. Il y aura des gagnants et il y aura des perdants. C'est ce qu'on appelle la polarisation du marché du travail, qui est aujourd'hui à l'œuvre dans beaucoup de pays développés. C'est-à-dire que les gens qui ont des qualifications très élevées vont pouvoir interagir avec ces mutations de manière positive et tirer profit de ces mutations. Ceux qui n'ont pas les qualifications vont soit être dans des travaux manuels de proximité, soit être finalement désœuvrés et ne pas avoir leur place. Donc le rôle de l'éducation dans tout cela, c'est aujourd'hui on dit que pour s'en sortir dans ces mutations-là, il faut acquérir 4 compétences nouvelles, ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle. Alors c'est la créativité, c'est effectivement tout ce qui n'est pas routinier, c'est la créativité, c'est l'esprit critique, c'est la collaboration et la communication. Donc ça, c'est les 4 compétences fondamentales, et moi j'ajouterais personnellement la capacité de concentration. Pour acquérir ces compétences, aujourd'hui il y a un débat sur la réforme des modèles éducatifs. Donc il faudrait enseigner le code aux enfants, ne plus imposer de savoir transmissif, donc aller dans une éducation qui est moins transmissive, c'est-à-dire moins verticale, mais laisser plus la place à l'autonomie, à l'apprentissage par l'exploration, le projet, etc. Donc c'est aujourd'hui des doctrines éducatives qui est en train de qui visent justement à adapter les systèmes éducatifs à ces mutations. Et moi personnellement, je suis fermement opposé à ça. Je pense qu'au contraire, c'est précisément le savoir classique, transmissif, la connaissance des humanités, la connaissance de la philosophie, de l'art, tous les savoirs classiques qui ont été constitutifs de l'humanisme, qui sont aujourd'hui... revenir aux fondamentaux. C'est plus que ça, c'est pas les fondamentaux, c'est que les savoirs classiques, humanistes, qui sont en train d'être perdus, c'est ce qui nous permettra de rentrer dans le XXIe siècle. Et si j'ai un conseil à donner aux jeunes aujourd'hui, c'est que la meilleure façon de s'armer, ce n'est pas d'apprendre, d'aller voir le dernier tuto, mais c'est surtout de lire, de s'exposer, parce que finalement la créativité, si on parle de cette compétence-là, la créativité aujourd'hui, il y a beaucoup de recherches neurologiques qui montrent qu'une idée nouvelle, c'est une connexion d'idées existantes. Donc c'est un réseau. An idea is a network. Donc la meilleure façon d'être créatif, c'est de s'exposer à un maximum de choses. Et s'exposer, ça veut dire lire, écouter et approfondir, au-delà simplement de ce qu'on peut voir passer sur son fil Facebook. Voilà. Et puis si vous voulez, on pourra approfondir de manière plus précise sur comment acquérir ces compétences. À vous écouter, on peut revenir dans le débat, mais c'est intéressant. En fait, vous êtes en train de dire à l'assistant de ne pas se laisser piéger, en tout cas par tous ces termes acroniques absolument incompréhensibles, technologiques ou autres, et qu'en fait vous appelez, là peut-être que vous pouvez développer, on peut encore prendre un point sur ces questions, sur les fondamentaux. Alors si on prend les points les uns après les autres, bon, la créativité, j'en ai parlé, la meilleure façon d'être créatif, c'est pas de prendre des cours sur la créativité, c'est de lire, c'est de laisser carrière à l'imaginaire, c'est de visiter un musée, c'est d'admirer, de contempler de l'art, c'est d'écouter de la musique classique, c'est de rentrer passionnément dans un roman. Game of Thrones est la série la plus puissante de l'histoire probablement des séries, mais je dirais même du cinéma, parce que c'est un chef-d'œuvre. C'est d'abord une œuvre de fiction, c'est d'abord une construction littéraire. Et c'est pour ça que ça a eu cette puissance, parce que ça nous a propulsé dans un imaginaire d'une richesse inouïe. Et c'est d'abord Martins, l'auteur de cette série, est quelqu'un qui est versé dans une culture très classique. Le fondateur de la plus grande entreprise du monde aujourd'hui, Apple, Steve Jobs, est quelqu'un qui a fait des études d'histoire de l'art. C'est pas un programmeur. Le fondateur de Tesla, de SpaceX, Elon Musk, une des personnalités les plus bouillonnantes et les plus créatives aujourd'hui, est quelqu'un qui lisait passionnément et avidement les encyclopédies dans sa jeunesse. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg publie chaque année sa reading list, et c'est un lecteur tout à fait boulimique. Donc, ce sont en fait
il faut s'abstraire des écrans, et en fait, le numérique est une opportunité formidable. On peut regarder des tutos, suivre des cours en ligne sur Coursera, etc. Mais le problème, c'est que lorsqu'on ne sait pas quoi voir, on reste prisonnier de ces réseaux sociaux. On reste prisonnier de ces communautés, de sa bulle. Donc, ce qui nous permet de dépayser et de rencontrer de nouvelles choses, c'est finalement un savoir ou des références acquises hors de la sphère numérique. Ça, c'est pour la créativité. La communication, c'est aujourd'hui une compétence fondamentale. Si vous êtes community manager, si vous communiquez sur Internet, si vous faites des stratégies digitales, vous devez savoir communiquer. Donc, la maîtrise du verbe est fondamentale. Où est-ce qu'on apprend le verbe? C'est dans les arts du langage, c'est dans la littérature, c'est dans où est-ce qu'on apprend une autre compétence fondamentale pour le XXIe siècle, c'est l'esprit critique. Où est-ce qu'on l'apprend? En faisant de la philosophie, dans les humanités, en confrontant des points de vue. C'est quoi la littérature si ce n'est que des points de vue différents de plusieurs personnages? Et on entre comme ça dans des univers à plusieurs voix. Où est-ce qu'on apprend la collaboration, qui est donc aussi une compétence fondamentale du XXIe siècle, si ce n'est dans l'empathie et la compréhension d'autrui, c'est-à-dire le fondement des humanités. Les humanités, c'est la littérature, l'art, l'histoire, la musique, etc. C'est tout ce qui nous permet d'avoir un discours sur l'expérience humaine, et donc de comprendre la diversité culturelle, et donc de travailler dans des multinationales, et de comprendre des sensibilités des uns et des autres. Voilà, donc je pense que ce que je voudrais réhabiliter, c'est l'idée que, en fait, le savoir classique, notamment, permet de structurer la pensée, peu importe ce que vous apprenez. Évidemment, le métier que vous exercerez n'utilisera pas le savoir immédiat que vous êtes en train d'acquérir. Par contre, les compétences transversales que vous êtes en train d'acquérir, vous êtes en train d'acquérir une façon de réfléchir, une rigueur, une concentration. La concentration aussi, à mon sens, est un enjeu majeur pour réussir, c'est-à-dire de se discipliner et de ne pas, disons, céder aux sollicitations permanentes des écrans, de l'interactivité, etc. De pouvoir se concentrer durablement sur un sujet, c'est précisément ce que permet par exemple un livre, parce que dans un livre, vous ne recevez pas de notification, c'est linéaire. Le livre est un outil extraordinaire pour s'abstraire des perturbations du numérique, parce que vous commencez au départ et vous finissez, et il n'y a personne pour vous embêter dans ce parcours. Merci Youssef, je pense que ce cri de cœur qui permet justement de faire un peu aussi le distinguo entre le format et le fond, et souvent on a tendance à oublier le fond des choses, et vous rappeler en fait pas de futur sans possibilité de s'épanouir et d'épanouir les facultés à travers ces savoirs, ces facultés individuelles. Alors peut-être d'abord une précision, Monsieur Pierre Banata a dû partir parce qu'il a un avion à 18h30 à Marrakech, ce qui l'a obligé à quitter la table ronde. Peut-être, Monsieur le secrétaire d'État, vous aimeriez réagir. Moi j'ai une question pour vous, parce qu'on a beaucoup parlé de déterminisme, on a beaucoup parlé d'économie de marché qui guiderait tout, mais il y a aussi une politique dans tout ça, et que ces économies, les grandes économies se sont aussi construites à partir des choix politiques. Le marché ne guide pas tout. Le politique a quand même beaucoup sa place. Qu'est-ce que, aujourd'hui, dans quoi, très concrètement, après ce qu'on vient d'entendre, hein, en tout cas, dans quoi concrètement l'effort d'investissement du Maroc va? Quel type d'économie et de jeunesse veut-il? Merci. Comme on disait tout à l'heure, la technologie, c'est une épée à double tranchant. Si vous écoutez Youssef, ça va être un massacre. La transcendance. Là, il faut l'entendre. Mais il y a la partie des choses qu'on ne sait pas. Je vous donne deux exemples. La première chose, on a dit qu'il y aurait un vieillissement des populations européennes. Je rappelle que d'après le FMI, à partir de 2030, plus de 50% des nouveaux arrivants dans la population active mondiale vont être en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, dans le monde entier, pour payer les retraites, il va falloir quelque part avoir eu un investissement en Afrique. Donc ces gens-là remontent des dividendes et paient les retraites. C'est logique. Vous avez des populations vieillissantes. Il y a certains scientifiques qui disent que ces gens-là vont vivre 1000 ans. Imaginez-vous. Donc imaginez 500 millions d'Européens qui vivent 800 ans dans les 50 prochaines années. Et à côté, vous avez l'Afrique, continent jeune, plus connecté que la moyenne. Je rappelle qu'au Maroc, le taux d'engagement sur WhatsApp et Facebook est largement au-dessus de la moyenne mondiale. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est rien d'autre qu'un système nerveux entre les jeunes. Il n'y a pas
Donc il faut s'imaginer quelles sont les conséquences de ça. Les gens s'organisent, ils ont une nouvelle façon d'innover, de penser, de collaborer ensemble, etc. Donc ces jeunes-là seront beaucoup plus digital savvy, c'est-à-dire ils sauront manipuler les outils digitaux, là où les autres pays vont avoir un peu plus de mal. Je vais juste donner un exemple, parce qu'on parle de digitalisation, on ne précise pas quoi. La digitalisation, il y a une quinzaine de technologies qui sont cœur. Je vous donne juste un exemple qui me parle assez, enfin qui parle à l'adolescent en moi. Bon, j'étais passionné de jeux vidéo, et là je découvre qu'ils ont inventé la réalité augmentée. Alors la réalité augmentée, c'est quoi? C'est des lunettes sont connectées, qui vous permettent de voir ce qu'il y a en face de vous, et qui rajoutent par-dessus ce que vous voyez, qui rajoutent une couche digitale. C'est-à-dire que là, je vous regarde, et puis au-dessus de chacun d'entre vous, j'ai son âge, par exemple, au-dessus de sa tête, ou j'ai un affichage, ou j'ai son profil Facebook qui s'affiche en haut à droite, ou. Alors, quel impact ça peut avoir, ça, sur le capital humain, l'éducation, la façon de former les gens pour entrer dans l'économie? Aujourd'hui, quand vous avez un ingénieur qui fait de la maintenance machine dans une usine, il arrive, il regarde, il met ses lunettes connectées, il regarde la machine, la lunette lui dit exactement, elle lui dit voilà, il y a une flèche ici, tu vas appuyer sur ce bouton, tu vas prendre cette manivelle-là, tu vas la tourner vers la droite, tu vas tourner ce truc-là jusqu'à ce que la jauge atteigne 40, et toutes les instructions s'affichent dans son champ visuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est possible que les technologies de réalité augmentée permettent à l'ouvrier du monde en développement, des pays en développement qui n'est pas qualifié, d'entrer en compétition avec l'ouvrier spécialisé des pays occidentaux. Pourquoi? Parce que l'ouvrier spécialisé dans une usine occidentale, il est bien payé. Pourquoi? Parce qu'il a un savoir non codé et qu'il le garde pour lui et que son patron ne peut pas le virer parce qu'il est irremplaçable. Le gars sait comment marche la machine. Il sait même comment marche cette machine-là et la version antérieure et celle qui était plus ancienne. Et ce savoir-là, le gars ne l'a pas mis dans un manuel. Donc il le garde pour lui, donc il est payé très cher. Aujourd'hui, cette technologie de lunettes connectées, elle peut nous permettre de mettre au même niveau. Deuxième problème que ça peut régler, vous savez qu'au Maroc, on aimerait avoir beaucoup plus d'ingénieurs. Et ça, je vais en parler tout à l'heure parce que j'ai un petit point de désaccord avec l'UCEF. Mais on manque d'ingénieurs au Maroc. Si demain, vous pouvez mettre un ingénieur, non pas qui perde son temps dans les avions et sur la route pour aller faire et toucher des machines, voir les usines, etc., qui reste dans son bureau et qu'il a un central de commande et qu'il a avec lui connecté une vingtaine de personnes qui ne sont pas ingénieurs, qui portent des lunettes et qui lui permettent d'être ses avatars. C'est-à-dire que ce gars-là, il est dans son bureau et il contrôle ces 20 personnes qui font des interventions machines. Il se décuple. C'est-à-dire un ingénieur va en valoir 20. Donc voilà une autre façon dont la technologie du digital peut participer à lever certains des obstacles que tu as identifiés. Maintenant, j'en viens, on va peut-être parler d'orientation et de choix dans la vie. C'est un sujet très important qui est pas loin de notre sujet sur l'économie du futur. Parce que depuis tout à l'heure, on vous a dit, attention, si vous regardez Game of Thrones, vous allez trouver de l'emploi. Si vous lisez... un peu raccourci, hein. Mais l'idée, c'est quoi? C'est quand même... Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA, c'est pas des informaticiens qui ont commencé à coder et qui ont tellement maîtrisé les sciences du langage informatique qu'elles ont réussi à modéliser un cerveau humain qui prend des décisions et qu'on appelle l'IA. C'est pas ça. L'IA, c'est pas un truc d'informaticien. L'intelligence artificielle, c'est un truc de mathématiciens. Ce sont des mathématiciens qui ont piraté l'informatique. On recommence depuis le début. Le biomimétisme, la technologie, l'homme n'a rien inventé. Quand il invente la voiture, c'est pour copier le cheval. Quand il invente l'avion, c'est pour copier l'oiseau. Quand il invente la caméra numérique, c'est pour copier le humain, etc., etc. Tout ce qu'on invente là, on n'invente pas en vérité. On le reproduit. L'IA, qu'est-ce que c'est? On essaie de reproduire des fonctions d'un cerveau humain. Donc elle va suivre la même évolution que le cerveau humain. Le cerveau humain, au départ, c'est un cerveau reptilien. C'est le centre du cerveau. C'est un cerveau qui est très rapide et brutal. D'accord? Donc ça donne, par exemple, les machines que vous avez dans toutes les industries sont des machines. Vous savez que les machines dans l'industrie aujourd'hui, dans les usines, elles sont à l'intérieur, elles sont enfermées dans des cages. Parce que c'est très dangereux d'approcher d'une machine. Si elle est programmée pour faire un mouvement, si vous êtes en travers du mouvement, elle vous coupe le bras. Donc ça, c'est quand l'IA et la robotique étaient à l'âge du cerveau reptilien. Il y a une deuxième couche du cerveau reptilien qui est la couche du cerveau mammifère. Le cerveau mammifère, c'est ce qui fait qu'on est dans l'émotionnel et on est dans la connexion avec les autres. D'accord? Ce qui est le propre des mammifères, qui s'organisent en société. Comment ça se traduit chez l'IA? Ça se traduit aujourd'hui par ce même robot-là, il n'est plus dans une cage à l'intérieur de l'usine. On lui a enlevé sa cage. Pourquoi? Parce qu'il a des capteurs. Le robot, il fait son mouvement, mais si son capteur lui dit attention, il y a un humain qui s'est mis là, il va s'arrêter juste avant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut
faut pas rester dans cet exemple-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que les robots et l'IA commencent à interagir avec son environnement et à avoir une représentation du monde autour de lui. La lunette connectée, c'est exactement le même problème. La lunette vous permet de vous situer en 3D dans l'environnement où vous êtes. J'arrive. La troisième couche du cerveau, qui est le cortex supérieur, qui lui est en charge des décisions, disons, individuelles et stratégiques. Celui-là, l'IA n'y est pas encore arrivé. Il y a des scientifiques qui disent, typiquement Boswell, qui dit un jour l'IA va devenir ce qu'il appelle la singularité, c'est-à-dire que l'IA va prendre conscience. Elle va atteindre ce stade du cortex supérieur, elle va prendre conscience. Bon. On est dans la science-fiction. Mais concrètement, dans le réel, vous êtes en train de nous dire que au Maroc, on doit investir fortement dans ces domaines-là? Si vous voulez vous orienter dans la vie, il faut vous poser 3 questions. Vous faites un tableau sur une feuille, vous regardez 3 critères. Il y a 3 façons d'être rémunéré dans la vie. Soit vous êtes rémunéré avec du cash, soit vous êtes rémunéré avec du plaisir, la satisfaction que vous retirez à faire votre travail, soit vous êtes rémunéré avec du temps libre. D'accord? Il faut que vous fassiez d'abord un travail sur vous-même, de choisir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. L'argent, le temps libre ou la satisfaction. La satisfaction, ça peut être la satisfaction de porter un uniforme, ou ça peut être de bien faire son travail, ou de travailler, de produire quelque chose qu'on voit, qui est concret, on le voit en face de soi. La satisfaction de servir l'intérêt général, etc., etc. Une fois que vous avez fait ce travail, vous vous connectez sur mon site, sur mon profil Twitter, et je suis sérieux, j'ai publié là les tableaux qu'a fait le ministère en collaboration avec les fédérations professionnelles. On a été voir chaque entreprise des écosystèmes industriels, on leur a demandé quels sont vos besoins de recrutement dans chaque secteur, dans chaque région du Maroc, d'ici à 2020. C'est un programme, on a récolté les données, ça fait 478 000 besoins de formation au Maroc d'ici à 2020. Dans les tableaux que j'ai publiés, il y a tous les détails, par année, par région. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes diplômé en 2019, par exemple, vous allez vous regarder le tableau, l'année 2019, et vous regardez, vous êtes dans la région de Marrakech, par exemple. Comme ça, c'est ce que vous nous dites, c'est le marché qui parle. C'est les entreprises qui expriment leurs besoins que vous traduisez en chiffres. Vous, politiquement, d'un point de vue très politique, les économies c'est de de la France. formation que je parle pas du marché. Je parle c'est un effort de formation. Et c'est là où on investit demain. Ces 478 000 jeunes vont faire l'objet d'une formation, c'est un partenariat entre le ministère et l'OFPPT. Donc c'est un programme qui est en cours de formation. Je ne vous parle pas des besoins du marché qui ne sont pas adressés, je vous parle de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et si vous êtes diplômé en 2019, vous regardez dans votre région et vous voyez qu'il y aura besoin de 45 ingénieurs dans le textile, 30 techniciens dans l'aéronautique, 20 dans l'offshoring, etc. C'est pas ingénieur, technicien, opérateur. Vous avez tout le détail. Donc vous pouvez prendre des décisions d'orientation professionnelle et scolaire qui sont saines. C'est ça la première chose qu'il faut faire. Saines au regard des potentiels qu'offre aujourd'hui l'entreprise. Et non pas. Alors, rêvons peut-être un peu au-delà. J'ai vu Saïd qui voulait rebondir justement sur ces questions de formation, d'enseignement. Je partage avec vous le fait que l'innovation aujourd'hui, la vitesse à laquelle les choses se passent est tellement rapide que même à 40 ans, on se sent très vite largué, alors qu'on sort d'école il y a même pas 15 ans, et pourtant on a l'impression d'être largué. Et aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise qui veut survivre et évoluer, la formation devient continue. Et je pense que beaucoup de politiques l'ont compris aussi, d'ailleurs, ici aussi. Il est important, même à 40 ans, de ne pas avoir peur de chaque 2-3 mois partir en formation, les masters exécutifs, etc. Donc, quels que soient les choix que vous faites aujourd'hui, dites-vous que vous allez, le lendemain de l'entrée en entreprise, vous avez un programme de formation qu'on va vous imposer. Nous, on en a 3 par an, et chaque fois, c'est insupportable, ça va nous décaler tout le travail qu'on a à faire, etc. Mais en fait, c'est extrêmement bénéfique parce qu'on revient avec de nouvelles compétences et elles ne sont pas simplement techniques. Et ça m'amène à mon deuxième point sur l'innovation. Il faut essayer de sortir du carcan purement numérique, digitalisation, voir ça comme l'innovation, c'est aussi la manière de travailler, et on le voit en entreprise, dans des banques ça se veut être un métier traditionnel. Mais la manière de travailler aujourd'hui en équipe, dans le management, l'innovation a une place extrêmement importante. C'est-à-dire concrètement Concrètement, c'est quoi pour des futurs salariés ou des futurs jeunes qui travailleront en entreprise? Et je rebondis sur ce que je disais sur l'enseignement. La
La verticalité est quelque chose qui est en train de disparaître aujourd'hui. On parle de management circulaire où tout le monde échange. Il y a même des nouvelles valeurs dans l'entreprise qui paraissent. Dans les années 80, vous parliez de bienveillance collective dans une équipe, on vous prenait pour un fou. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous enseigne 2-3 fois par an. Le leadership passe par le rapport à l'autre aussi, l'impact qu'on peut avoir sur l'autre, pas juste sur j'ai décidé, tu fais ça et tu le fais pour la vie. Il faut. Et l'entreprise marocaine a intégré ces modes de management-là ou c'est encore très embryonnaire? Moi, je pense que celles qui l'ont pas fait ne sont pas amenées à survivre parce que on change de business model, on change de. Et c'est des choses, pour revenir sur ce que je disais au départ, quand on accompagne des entreprises, des jeunes qui arrivent avec des idées, on regarde beaucoup comment le management se fait. C'est un critère de financement, en tout cas pour un financier, de pouvoir savoir si on y va ou pas. Ça fait partie de la qualité de l'entreprise qu'on a. Comment elle est gérée, les compétences humaines sont quelque chose aujourd'hui de central. Et comme tu dis, à travers sortir de son cadre juste compétences techniques, je sais faire mon métier parce que je sais appuyer sur tel bouton à tel moment. Il y a plein d'autres skills, comme tu dis, qu'il faut développer et sur lesquels il faut être innovant. Et c'est les jeunes d'aujourd'hui qui vont nous apprendre, nous, demain, entre guillemets, les patrons, à s'adapter à leur manière de travailler aussi. Alors les jeunes d'aujourd'hui, on va peut-être les écouter avant de passer justement au témoignage. On va pouvoir, peut-être la discussion est ouverte avec la salle. Avant, voilà, on va prendre un quart d'heure, 20 minutes de débat. Un quart d'heure, on me fait signe, un petit quart d'heure, avant de pouvoir rentrer concrètement dans des exemples de ce que c'est que l'innovation. Alors c'est moi qui hiérarchise la priorité, donc vous m'excuserez. Priorité aux femmes, juste derrière. Ensuite, ce sera... Je veux ajouter une dimension à la question fondamentale de cette table ronde. Donc, c'est la dimension étatique, puisqu'on a Monsieur le secrétaire d'État avec nous. Donc, je reformule la question et je dis comment l'État se prépare à l'économie du futur. Donc, quelle stratégie, quelle vision futuriste pour accompagner cette évolution, quelle vision qui met en avant les exigences et les contraintes de cette évolution. Donc voilà, c'est ma question et merci. Merci beaucoup pour la question. Donc je réponds à celle-ci. Il y a plusieurs niveaux de réponse. Premier niveau de réponse, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on est en train de préparer la création de l'agence du développement du digital. Donc, on espère qu'elle sera opérationnelle début 2018, au début 2018. Cette agence, elle sera unique dans le sens où elle est vraiment transversale. Elle s'occupe à la fois du gouvernement électronique, qui est une base de la confiance des citoyens. Elle s'occupe aussi de transformation digitale. Ça veut dire d'aller voir des secteurs qui ne sont pas digitaux à la base et qui peuvent faire des choses extraordinaires. J'ai parlé d'industrie 4.0 tout à l'heure, c'est extraordinaire. Et ça, il faut qu'on fasse de la pédagogie vis-à-vis de notre tissu industriel et de leur amener des solutions, de leur permettre d'avoir ce qu'on peut appeler un bac à sable technologique, c'est-à-dire qu'un endroit où ils peuvent tester les innovations. Un industriel, il ne voudra jamais arrêter sa ligne de production pour essayer un nouveau truc digital. Il n'arrêtera pas la ligne. Il ne veut pas couper sa ligne, il ne veut pas être le premier à essayer. Ah, bravo, on est très conformiste. On attend qu'il y en ait un premier d'abord. Et il ne veut pas essuyer les plâtres. Donc on va lui donner un bac à sable pour tester les solutions, mesurer le rendement accru et ensuite mettre en œuvre. Il y a le soutien à l'écosystème des startups et l'écosystème digital, ça veut dire le secteur de l'offshoring qui est gros pourvoyeur d'emploi, le secteur des startups au Maroc qui est gros pourvoyeur d'innovation, ça c'est très très important. Il faut bien comprendre qu'en fait une grande partie des effets bénéfiques de la digitalisation sont des effets qui ne sont pas recherchés, c'est ce qu'on appelle la sérendipité,
C'est quand vous cherchez quelque chose et que vous trouvez autre chose. Et ce truc-là est encore mieux que ce que vous cherchez à la base. Et c'est exactement ce qui va se passer, c'est-à-dire que par sérendipité, on va trouver des façons d'abaisser les barrières à l'entrée de tous les business. Ça veut dire que demain, vous êtes entrepreneur africain, basé au Maroc ou pas, vous voulez aller sur une technologie digitale, vous avez par exemple du cloud qui fait que la barrière à l'entrée est toute petite. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des systèmes d'information, des PC, des logiciels, etc. Vous accédez comme un service. C'est l'équivalent en termes de digital de ce qu'est, vous connaissez la dose d'une shampooinade, la dose individuelle. C'est la même chose. C'est-à-dire au lieu d'acheter tous les 2 litres de shampoing, vous achetez un shampoing individuel. C'est la même chose. Le cloud. Et ça, c'est valable sur tous les trucs, hein, le big data, etc. Vous n'avez pas les moyens de vous payer un data scientist pour analyser votre data. Eh ben, il y a des startups qui font ça. Ils font que ça. Ils ont 10, 15 mathématiciens. Ils vous les mettent à service. Donc ça, c'est le champ. Ouais, je rajoute ça. On va récolter plusieurs questions et puis après, comme ça permet de pouvoir tous réagir. Alors, il y avait Abel, si on regarde là, oui, si vous avez levé la main. Je vais faire vite. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc déjà, merci pour le thème de cette table. C'est vraiment très intéressant comme thème. Le thème de... Ça a fait un effet bon. Donc, merci déjà beaucoup. Et bon, sincèrement, moi je voudrais faire quelques petites remarques. C'est surtout ça. Et des toutes petites remarques critiques. Déjà, d'une part, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le secrétaire, tout simplement parce que, déjà, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait de se laisser guider par la technologie. Parce que la technologie est au service de l'homme et le sera toujours. Et l'homme n'est pas au service de la technologie. La technologie est un moyen. L'homme est toujours la finalité. Et ce qu'on est en train de faire, malheureusement, c'est qu'on est en train d'abrutir l'homme. Et on est en train de rendre la machine plus intelligente. Et ce que vous avez dit, par exemple, à travers le remplacement de la puissance créatrice de l'être humain, qui est la zone de prise de décision de l'être humain, par une machine qui très facilement pourra dépasser, j'en suis très sûr, parce que les tout premiers programmes d'échecs qui ont été créés en 90 et qui ont été testés par Garry Kasparov ont très facilement pu battre le plus grand champion du monde des échecs à l'époque. Et c'était très très rapide. Et cette évolution est encore plus rapide aujourd'hui. Ce qui est malheureux aussi, c'est qu'aujourd'hui on est face à une révolution technologique. Il y a 2 siècles, il y a eu une révolution industrielle et nos économistes, à l'époque, ils ne savaient pas comment réagir face à cette révolution. C'était compréhensible, la quantité de données qui étaient en circulation dans le monde était très très faible. Elle n'était pas assez partagée. Aujourd'hui, la technologie nous permet justement de partager énormément de data. Et malheureusement, toute cette quantité d'informations n'est pas exploitée de la bonne manière. On ne cherche pas à partager la bonne information, mais c'est plutôt de la désinformation qu'on fait. Et de la désinformation chaque jour, chaque minute, chaque seconde. On est en train d'abrutir justement nos enfants, déjà pour commencer par ça, à travers Facebook et WhatsApp notamment, parce que nos enfants, au lieu d'aller, comme l'a dit aussi tout à l'heure, chercher quelque chose qui est intéressant sur Internet, vont tout simplement s'abrutir à regarder des vidéos débiles, mais totalement débiles. Moi, je trouve sincèrement mon petit frère à plusieurs reprises en train de regarder des vidéos, mais je lui dis, tu vas finir par devenir un légume si tu continues comme ça. Et c'est malheureux, parce que au lieu justement de prendre un bouquin et de bouquiner, ou même d'utiliser la technologie pour faire des recherches, pour trouver de nouvelles choses, ce n'est pas ce qu'on fait. Et puis, je voudrais juste finir... Très vite, comme ça tout le monde peut oui, bien sûr. parler. Ok, très très rapidement. L'intelligence. L'intelligence, c'est la simplicité, et non la complexité. Comme l'avait dit Léonard de Vinci, la simplicité, c'est l'ultime sophistication. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à compliquer les choses, à compliquer la technologie, la vie de tous les jours et tout ça, cherchons plutôt à simplifier, parce que plus on simplifiera, et plus ça passera. Merci. Il y avait le jeune homme là-bas qui souhaitait parler aussi.
Donc faites très court comme ça, ça permet à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Je vais être assez court, c'est un peu dans la continuité de ce qu'il disait, mais d'un point de vue un peu moins tranché. La question que je vais poser, c'est est-ce qu'on peut se permettre de mettre des limites à cette technologie, à ce numérique-là? C'est-à-dire qu'il a assez bien dit, il y a des dérives. Est-ce qu'aujourd'hui, la boussole collective, de manière générale, c'est pas plus vouloir plus d'argent, vouloir plus d'avoir, etc. J'ai vu dans la présentation de la table ronde, on parlait de contraintes en matière de ressources naturelles, donc respect de l'environnement. Question éthique aussi. Est-ce que l'objectif c'est vouloir plus d'argent ou est-ce que l'objectif c'est combler les besoins? Voilà. Et du coup, je cite également l'économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on ne peut pas plus parler et faire en sorte que ça soit l'économie sociale et solidaire qui soit majoritaire avec le numérique et la technologie, plutôt que l'économie traditionnelle? Et je pense que le fossé est énorme. Un refus du déterminisme économique et technologique, c'est bien, la jeunesse est politique. Bravo. Bonjour. Bonjour. Je voudrais rebondir sur quelque chose que vous avez dit. Très vite en question, comme ça. Parce que vous avez parlé que c'était un diagnostic qui a été fait sur toutes les régions et que toutes les régions ont demandé. Il y a 2 jours, Moulay Alami, il avait dit que la technopole d'Oujda, qui est là depuis 12 ans, était une grosse erreur. Et après, je vous ai entendu répondre à la question en disant que vous allez créer des agences. Les agences ne servent à rien. Une agence, mais de toute façon, les agences ne servent à rien maintenant. Parce que nous avons vu beaucoup d'agences et ils ne donnent pas de résultats. Je vous donnerai, après les attentats de Olympique, par exemple, ils ont créé une plateforme. Et c'est les plateformes dont on a besoin. C'est Molengeek, qui recevait tous les geeks de la ville, avec un haut débit d'internet, des installations très modernes. Et le cours ne donnait pas ce que donnaient ces geeks, en partageant des informations entre eux. C'est-à-dire que si on crée des plateformes dans chaque ville au Maroc qui peuvent aider ces jeunes à partager entre eux, je pense qu'on va avoir une vraie économie de futur. Merci. Merci Ahmed. Alors je voudrais a priori remercier nos intervenants pour la richesse de leur intervention notamment. Moi je suis étudiant à l'École nationale de commerce et de gestion de Casa et je me demandais si nos programmes scolaires